Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse particulièrement les scientifiques, à savoir l'existence des extraterrestres. La raison pour laquelle les scientifiques cherchent désespérément à trouver de la vie ailleurs dans l'univers, c'est parce qu'ils sont convaincus que la Terre n'est pas unique, et donc si la vie a pu émerger sur la Terre, elle a dû également apparaître ailleurs dans l'univers. Surtout que la Terre n'est censée être vieille que de 4,5 milliards d'années, d'après leurs estimations, alors que l'univers dans leurs estimations est vieux de 13,8 milliards d'années. Et donc si la vie est apparue sur la planète Terre qui est relativement jeune par rapport à l'âge de l'univers, bien sûr d'autres planètes qui sont beaucoup plus vieilles, il y a eu beaucoup plus de temps pour que la vie puisse émerger. Et donc par conséquent, il doit forcément y avoir de la vie ailleurs dans l'univers. D'ailleurs, pour certains scientifiques, la Terre est trop jeune pour que la vie ait pu apparaître, et pour eux, en fait, la vie est apparue ailleurs sur l'univers, et puis elle est arrivée sur la planète Terre. Ce qui permet d'ailleurs de répondre à la question de l'apparition de la vie sur Terre, parce que pour l'instant, ils n'ont aucune hypothèse tangible sur comment la vie est apparue sur notre planète, et donc ils repoussent le problème sur une autre planète ailleurs dans l'univers. Sauf que du coup ça résout pas réellement le problème, ça fait que juste déplacer le problème, puisque du coup il faut expliquer comment la vie est apparue sur cette planète-là, et en plus il faut expliquer comment la vie est partie de là-bas et elle est arrivée jusque sur notre planète Terre. Ce qui pose tout un tas de problèmes, puisque déjà il faut que cette vie puisse quitter la planète. A priori, d'après leurs hypothèses, ce sont des météores qui abritaient des bactéries et qui ont fini par atterrir sur la Terre. Sauf qu'il faut déjà que ces roches quittent la planète en contenant des bactéries. Donc pour que ça arrive, ça veut dire quoi? La planète a sûrement explosé ou quelque chose comme ça, parce que les roches, elles quittent pas juste la planète comme ça. Et ensuite, il faut que ces météores, ils traversent l'intégralité, enfin une partie de l'univers pour atteindre jusqu'à notre planète. Vu les dimensions impressionnantes que possède l'univers, le temps de trajet est particulièrement long. Il faut que ces micro-organismes qui sont présents dans ces météores puissent survivre tout ce temps-là. Ensuite, il faut que le météore il atteigne la Terre, parce que les probabilités pour qu'il parte de la planète d'origine et qu'il arrive jusqu'à la Terre sont relativement faibles, vu que le météore peut partir dans toutes les directions. Et ensuite, une fois qu'il atterrit, il faut qu'il atterrisse sur la Terre, mais à cause de l'impact qui libère quand même pas mal d'énergie, il faut que les organismes présents puissent survivre à l'impact du météore sur la Terre. Donc ça fait beaucoup de conditions à remplir pour espérer avoir de la vie qui provienne d'une autre planète et qui atterrisse sur la Terre. Alors en tant que créationniste, on se base sur la parole de Dieu, à savoir la Bible, pour essayer de répondre à la question de l'existence des extraterrestres. Alors il est vrai que la Bible ne mentionne pas d'extraterrestres, mais ceci est déjà un élément en soi, puisque si Dieu avait créé d'autres êtres intelligents ailleurs dans l'univers, il nous aurait sûrement laissé des indices dans la Bible pour nous en parler. Mais il se trouve qu'il y a différents éléments dans la Bible qui, mis ensemble, permettent d'affirmer que les extraterrestres n'existent pas. La Bible nous indique qu'Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu et qu'à cause de cela, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Comme nous sommes des descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité de cette nature pécheresse, et cela nous empêche d'être justes devant Dieu. Mais comme Dieu nous aime, il a prévu un plan pour nous sauver. Il a envoyé son Fils Jésus sur la terre en tant qu'homme, mourir à la croix pour prendre nos péchés. Et donc cela pose un problème pour le salut de potentiels extraterrestres, puisque Christ est venu en tant qu'homme et non pas en tant qu'extraterrestre. Donc il n'est pas mort pour eux. Alors on pourrait supposer que Jésus est allé sur leur planète et a pris leur apparence et également mort là-bas. Mais sauf que ça va à l'encontre de ce que dit la Bible, puisque par exemple dans 1 Pierre 3 verset 18, il est indiqué que Christ est mort une seule fois, et pas plusieurs fois. Alors on peut supposer que ces extraterrestres n'ont pas désobéi à Dieu, contrairement à Adam et Ève. Et donc le problème de salut ne se pose pas. Effectivement, c'est possible. Mais du coup, ça pose un autre problème. Comme il est indiqué dans Romains 8, versets 20 à 22, la création entière a subi les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Ça voudrait dire que ces potentiels extraterrestres subiraient les conséquences de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc, c'est pas compatible avec ce que nous indique la Bible. Et donc, avec tous ces éléments, on voit que, d'un point de vue biblique, l'existence d'extraterrestres n'est pas possible. Alors, il y a deux autres points que j'aimerais aborder en rapport avec le sujet. Le premier est sur le voyage spatial, et le deuxième sur l'histoire de Vénus et toute l'effervescence qui a eu lieu avec la découverte d'un élément qui indique une potentielle présence de vie sur la planète Vénus. Alors pour l'histoire de voyage spatial, c'est juste pour vous montrer
à quel point se déplacer dans l'univers, que ce soit pour nous ou des extraterrestres, est particulièrement compliqué. Un point qu'on a tendance à oublier, c'est les distances à travers les différents systèmes stellaires. Le système stellaire le plus proche de chez nous, Alpha du Centaure, se trouve quand même à 4,3 années-lumière, ce qui correspond à 4,07 10 puissance 13 km. Sachant que les vols Apollo ont mis 3 jours pour atteindre la Lune, si on utilise la même vitesse, il nous faudrait 870 000 ans pour atteindre Alpha du Centaure. Et même si on se déplaçait à 1/10 de la vitesse de la lumière, il nous faudrait encore 43 ans pour atteindre Alpha du Centaure. Et un autre élément à prendre en compte, c'est que pour se déplacer, il faut fournir de l'énergie à l'objet pour qu'il puisse entrer en mouvement. Et plus vous allez vite, plus vous avez besoin d'énergie pour mettre en mouvement l'objet. Et donc on peut estimer l'énergie en utilisant l'équation de l'énergie cinétique qui est énergie cinétique égale 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, avec la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Et donc si on commence par une sonde qu'on pourrait envoyer qui pèse à peu près 10 kg et qui se déplace à 1/10 de la vitesse de la lumière. Donc on remplace ces données dans l'équation, donc 10 kg, et la vitesse 1/10 de la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 7 mètres par seconde. Et on obtient donc 4,5 10 puissance 15 joules. Ça c'est l'énergie qu'il faut fournir pour que notre sonde puisse atteindre la vitesse de 1/10 de la vitesse de la lumière. Cette quantité d'énergie correspond à la production sur 4 jours des 18 turbines de la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Maintenant, si on veut envoyer des êtres humains, il faudrait utiliser une navette du genre que vous avez à l'image. Ce genre de navette pèse à peu près 70 tonnes. Donc si on remplace les 10 kg qu'on avait avant par 70 tonnes dans notre équation, on obtient un résultat qui est de 3,15 10 puissance 19 joules nécessaires pour atteindre cette vitesse. Alors si on compare ça avec la production mondiale d'énergie, j'ai récupéré la valeur de production de l'année 2018. En 2018, on a produit 27 730 TWh. Le TWh est une autre unité d'énergie et c'est équivalent à 3,6 10 puissance 15 joules. Et donc, en 2018, on a produit 9,6 10 puissance 19 joules. Donc vous voyez que l'énergie nécessaire pour déplacer notre navette correspond à un tiers de la production mondiale de 2018. Ce qui représente une quantité d'énergie impressionnante. Et donc le problème, c'est d'avoir du carburant nécessaire pour produire une telle énergie, ce qui avec les carburants classiques n'est pas possible. Et donc il y a très peu de choses dans l'univers d'ailleurs qui nous permettent de produire une telle énergie, surtout l'adapter à un vaisseau spatial. Donc si vous avez des vaisseaux spatiaux encore plus gros que juste nos navettes, la quantité d'énergie nécessaire devient encore plus importante et trouver un moyen d'alimenter ces vaisseaux spatiaux devient encore plus compliqué, voire complètement impossible. Ce qui pose déjà un gros problème pour se déplacer dans l'univers. Soit vous vous déplacez à des vitesses relativement raisonnables, mais du coup il vous faudra des périodes de temps faramineuses pour atteindre une destination même très proche, ou alors vous essayez de vous déplacer plus vite, mais après vous avez le problème de comment vous faites pour vous déplacer à une telle vitesse, avec l'énergie à fournir. Un autre problème avec le voyage spatial est le risque de collision avec des particules de poussière qui traînent dans l'espace. Alors ça a l'air anodin comme ça, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Dans chaque kilomètre cube d'espace, vous avez environ 100 000 particules de poussière de 0,1 g. Alors le risque de rentrer en collision avec une de ces particules sur 1 km de distance est particulièrement faible. Par contre, sur des longues distances, vous avez un risque non négligeable de rentrer en collision avec au moins une de ces particules. Et donc on peut mesurer l'énergie libérée par l'impact d'une telle particule avec un vaisseau qui se déplace à 1/10 de la vitesse de la lumière. Donc pour ça, on peut encore une fois utiliser l'équation de l'énergie cinétique, et si on remplace les différentes valeurs avec la masse et la vitesse, on obtient comme résultat 4,5 10 puissance 10 joules libérés lors de l'impact. Sachant que la combustion de TNT libère 4520 kJ par tonne de TNT, soit 4,52 10 puissance 9 joules par tonne de TNT, ce qui veut dire que 4,5 10 puissance 10 joules correspondent à la combustion d'environ 9,95 tonnes de TNT. Donc ça c'est ce qui risque de se produire si vous rentrez en collision avec une particule qui ne pèse que 0,1 g. Donc votre vaisseau il va sûrement pas trop apprécier la rencontre d'une de ces particules. Donc encore un autre problème pour se déplacer dans l'univers. Alors venons-en à Vénus maintenant. Alors on a appris ces derniers mois qu'on a découvert la vie ou une potentielle trace de vie sur Vénus. Alors, ce qu'on a réellement détecté, c'est la présence d'un gaz appelé phosphine qui se trouve être sur Terre, produit par des organismes vivants. Alors on a découvert des traces relativement faibles de ce gaz, en l'occurrence 0,02 ppm.
À savoir que ppm ça veut dire partie par million, et donc 1 ppm c'est sur un nombre de 1 million de particules, vous en avez une qui correspond. Dans ce cas-là, c'est juste 0,02. C'est un nombre très faible. Et même si on nous dit que c'est quand même plus que ce à quoi il s'attendait, c'est pas une preuve de l'existence de la vie. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur Vénus. On a envoyé très peu de sondes là-bas. Il y a beaucoup plus de sondes qui ont été envoyées sur Mars que sur Vénus. En plus, Vénus possède plusieurs inconvénients. Un, il y a une couverture nuageuse très importante qui nous empêche de voir directement la surface de la planète. Et en plus, la surface de la planète possède des conditions particulièrement extrêmes, avec une température de 460 degrés Celsius et une pression de 93 bars. Ce qui fait que les sondes qu'on a envoyées à la surface n'ont survécu que quelques minutes. Donc la quantité d'informations qu'on a pu collecter sur Vénus est très faible, donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur Vénus, et donc de là à dire que la vie est nécessaire pour expliquer la présence de phosphine est un peu un raccourci de raisonnement, et il faudrait déjà commencer à comprendre dans l'intégralité le fonctionnement de Vénus avant de nous dire que c'est forcément de la vie qui doit être à l'origine de ce gaz. Et puis de toute façon, la simple présence de ce gaz ne prouve pas grand-chose, puisque pour avoir un organisme vivant, il faut que vous ayez un organisme vivant. Le simple fait d'avoir de la phosphine, ou alors que ce soit ailleurs, sur d'autres planètes, des molécules organiques, les molécules organiques ou la phosphine ne font pas des êtres vivants, il faut un être vivant. Et donc, à moins que vous ayez détecté directement un être vivant, pour l'instant on n'a pas grand-chose. Ce qui d'ailleurs est d'autant plus difficile sur les planètes en dehors des planètes du système solaire, parce que en dehors de ces planètes, toutes les autres planètes ne peuvent pas être observées directement, parce qu'elles sont beaucoup trop petites et émettent trop peu de lumière. Donc pour les observer, ce qu'on fait, c'est que les planètes orbitent autour de leur Soleil, et donc forcément elles passent un moment devant, et donc elles font fluctuer les rayonnements qui proviennent de cette étoile. Et donc ce qui permet d'analyser indirectement la taille et ce genre de choses de la planète. Mais du coup, on n'a pas d'observation directe, on ne peut pas voir à quoi ressemble la planète directement. Et donc, essayer de chercher des traces de vie est très très compliqué. Un dernier point que j'aimerais aborder, que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que des gens déclarent avoir vu des ovnis. Alors je ne conteste pas le fait que les gens aient vu des ovnis. Le problème, c'est que les gens font un raccourci de raisonnement ovni égale vaisseau spatial, ce qui n'est pas du tout valable, puisque la définition même d'ovni, c'est objet volant non identifié. Donc vous ne savez pas ce que c'est. Si vous avez vu un ovni, c'est que vous ne savez pas ce que c'est. Un vaisseau spatial et une soucoupe volante sont des objets définis. Donc si vous avez vu un vaisseau spatial, vous avez vu un vaisseau spatial, pas un ovni. Et donc c'est pas parce que vous voyez un objet dans le ciel que vous n'êtes pas en mesure d'identifier que ça veut dire forcément que c'est un vaisseau spatial. Il y a plein d'éléments qui se baladent dans le ciel et qui peuvent expliquer ces phénomènes. Que ce soit les satellites, la station internationale qui se balade, des ballons sondes qu'on peut envoyer et plein d'autres événements que vous ne connaissez pas forcément et que du coup vous n'êtes pas en mesure d'identifier. Sachant qu'il y a aussi des gens qui affirment avoir vu des vaisseaux spatiaux ou avoir été en contact avec des extraterrestres alors que ce n'est pas du tout le cas, juste pour gagner une forme de notoriété. Il y a des gens qui cherchent l'approbation des gens, enfin cherchent de l'attention, et c'est un moyen d'attirer l'attention en déclarant avoir vu des extraterrestres, ce genre de choses. Et il y en a qui, on sait que certaines personnes ont menti sur ce qu'ils ont déclaré avoir vu, juste pour attirer de l'attention. Et puis il y a également Satan et ses anges qui sont présents et qui peuvent être responsables d'une partie des phénomènes pour induire les gens en erreur. Donc au final, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence d'extraterrestres, et d'ailleurs ça va à l'encontre des principes bibliques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne année.